L'épargne et le patrimoine comme chaque vendredi et en plus c'est quasiment d'actualité parce que le nouvel an chinois c'était il y a quelques jours seulement et il ne vous a évidemment pas échappé que nous sommes entrés dans l'année du buffle. C'est donc l'occasion pour nous de se pencher sur les opportunités d'investissement sur toutes ces valeurs chinoises et promis on évitera les métaphores animales. Bonjour Guillaume Clément. Bonjour. Enfin ça c'est pas sûr d'ailleurs, mais donc on va essayer. Vous êtes donc journaliste au Revenu, vous signez d'ailleurs un excellent papier sur le sujet dans le numéro de cette semaine. On va essayer d'y voir un peu plus clair avec vous. Avant de rentrer dans les détails, d'abord, une question finalement un peu d'actualité, mais est-ce que c'est une bonne année de se mettre aux valeurs chinoises, aux actions chinoises, en pleine année du Covid ? Oui, c'était plutôt une très bonne idée l'an dernier, ça le sera probablement encore celle-ci, parce que les chiffres macroéconomiques chinois ont été impressionnants l'an dernier. C'est le seul grand pays au monde à avoir enregistré une croissance positive, plus 2,3% pour le PIB, et cette année, le FMI table sur plus 7,9%. On a des indicateurs macro qui nous disent qu'en fait, c'est une des économies, si ce n'est l'économie la plus résiliente en fait. Oui, elle se révèle de la sorte, alors grâce à la maîtrise de la pandémie assez rapide, aussi officiellement en tout cas. En tout cas officiellement, et surtout les exportations qui ont vraiment explosé l'an dernier, notamment pour tout ce qui est matériel médical et matériel informatique pour le télétravail. Alors comment se comportent, à la lumière justement de ces bons indicateurs macro, comment se comportent les marchés chinois ? Est-ce qu'on a justement, quels indices nous offrent des belles performances ? C'est un peu à l'image de ces performances macro, par exemple cette semaine, si on prend l'indice CSI 300, qui est l'indice qui regroupe les 300 plus grosses valeurs de la bourse de Shanghai et de Shenzhen, il gagne un peu plus de 40% sur un an. Alors du côté de Hong Kong, c'est pas mal non plus, puisque le Hang Seng, il s'adjuge environ 12%. Sur la période, le CAC 40, il fait moins 5. Il fait moins 5, donc finalement, ça vaut le coup d'y regarder. Quelle place ça prend dans un portefeuille ? Quelle place on réserve à ces actions aujourd'hui ? Plutôt minoritaire quand même. C'est pour ceux qui ont vraiment envie de prendre des risques, parce qu'il y a de belles perspectives, mais ce sont quand même, il y a un peu de tout sur différents marchés. Enfin, prendre des risques quand le CAC fait moins 5 et que le CSI fait 40%, c'est quand même pas des gros risques. Ça dépend. Il y a vraiment des histoires très différentes. Il y en a une l'an dernier, par exemple, qui est cotée aux États-Unis, qui s'appelle Luckin Coffee, qui est un peu le Starbucks chinois. En fait, il s'est révélé qu'il y avait une grosse fraude interne sur beaucoup de chiffres. L'action, en une séance, elle a perdu plus de 70%. Ça fait mal. C'est des milliards qui sont partis en fumée, par exemple. Et ça, c'est des histoires qui arrivent régulièrement, qui peuvent arriver ? Oui, il y a d'autres sociétés, effectivement, qui peuvent être inquiétées de ce type pour diverses affaires, notamment aussi des histoires de contrefaçon, parfois. Il y a un autre risque qui est un petit peu nouveau, qu'on n'avait pas forcément vu venir, en tout cas aux États-Unis. C'est 3 sociétés chinoises qui ont été éjectées du NYSE en début d'année. En l'occurrence, c'était les opérateurs télécom China Mobile, China Telecom et China Unicom. Pourquoi ? Parce qu'en fin d'année dernière, Donald Trump les avait placés sur une liste noire d'entreprises qui sont soupçonnées d'avoir des liens un peu trop étroits avec le gouvernement et l'armée chinoise. Et c'est vrai que les personnes qui, du coup, avaient des actions de ces 3 actions-là cotées aux États-Unis, ils se sont retrouvés un peu dans l'embarras. Alors justement, les épargnants peuvent acheter des actions chinoises sur plusieurs marchés, on va les donner. Et donc vous venez de le dire, aussi cocasse que ça puisse paraître, la meilleure porte d'entrée, ça reste les États-Unis en fait. Oui, c'est un peu ironique dans le contexte actuel, mais c'est vrai que pour des investisseurs français, en tout cas, la plupart des courtiers en bourse proposent un accès au marché américain, le marché des ADR. Et là, aux États-unis, il y a les plus grosses boîtes chinoises en fait, c'est ça ? Il y en a de très grosses. Il y a par exemple Alibaba, Tencent, vraiment JD.com, tous les géants de l'Internet. Au total, il y en a un peu moins de 220 sociétés chinoises qui sont cotées aux États-Unis. Leur capitalisation, si on les met tous ensemble, si on regarde des comptes officiels qui datent d'octobre dernier, on est à 2200 milliards de dollars. Alors, après le CAC 40. Oui, effectivement, on en est très loin d'ailleurs. Les États-Unis, d'accord. Alors ensuite, évidemment plus logique, autre porte d'entrée, entre guillemets, c'est Hong Kong. Qu'est-ce qu'on y trouve là justement ? Il y a déjà un peu plus de sociétés ? Oui, à Hong Kong, c'est un peu le gros vivier traditionnel pour les actions chinoises. Là, il y en a environ 2500. En termes de capitalisation, on est aux alentours de 6200 milliards d'euros. Donc c'est quand même assez conséquent. Ce sont plutôt des valeurs un peu traditionnelles, des secteurs de l'ancienne économie, entre guillemets. Donc on va avoir beaucoup de financières, des assureurs, de l'immobilier, de l'industrie, du pétrole. C'est un peu le type de société qu'on trouve là-bas. Et ça, il y a des bonnes affaires à faire sur ces secteurs-là, justement ? Oui, il y en a toujours. En effet, je vous cherche une
petite liste de sociétés cotées à Hong Kong. Alors, il y en a une, je vais tricher un petit peu, il y en a une qui est bientôt cotée à Hong Kong. Ah, très bien. Ils ont déposé le document d'intro en début d'année, ça s'appelle Bilibili. Alors, c'est une société qui a été fondée en 2010, qui est déjà cotée sur le Nasdaq. Oui. C'est une plateforme en fait de streaming un peu pour les geeks. On y trouve des mangas, des animés, des jeux vidéo. Ils retransmettent les finales de League of Legends, ce grand tournoi de e-sport. Et donc, pour vous donner une idée de la progression du cours de bourse qui est impressionnante, sur le Nasdaq, au début 2020, elle valait à peu près 22 $. Aujourd'hui, on tourne à 140. Donc, bonnes affaires et bientôt accessible à Hong Kong normalement. Et alors, dernière porte d'entrée, Shanghai et Shenzhen, là, pareil, énormément de valeur, plutôt technologique. Et c'est là où on va trouver surtout aussi les petites pépites. Il y a vraiment de tout. En fait, Shanghai et Shenzhen, c'est vraiment là qu'il y a toute la nouvelle économie chinoise. Donc, on a beaucoup de e-commerce, les batteries, le cloud, la technologie, la santé, l'éducation aussi. Il y a pas mal de sociétés qui cartonnent là-dessus. Mais c'est des marchés qui ont des règles assez compliquées en termes d'accès. Hein. C'est un peu différent des autres. Par exemple, si un épargnant français a envie de passer par son courtier, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de courtiers qui le proposent. Moi, j'en ai relevé 2-3 en France. Et ensuite, ils n'ont pas le droit, par exemple, d'acheter moins de 100 actions d'un coup. Ils peuvent les revendre une par une, mais en tout cas, à l'achat, c'est 100. Ils ne peuvent pas faire des transactions intraday, donc ils ne peuvent pas acheter l'action, le revendre le matin, la revendre l'après-midi. Et ils sont obligés de passer des ordres à prix fixe, en fait. Ils ne peuvent pas prendre des ordres de cours au marché. Donc, c'est tout un tas de petites restrictions qu'il faut bien avoir en tête. Effectivement. Mais c'est aussi des actions qui sont plus volatiles sur ces marchés-là. Oui, parce qu'en fait, une des particularités de ces marchés-là, c'est que c'est principalement animé par des particuliers. Selon une récente étude d'UBS, on serait à plus de 80% des volumes par des particuliers. Donc, il y a de la volatilité, beaucoup de boursicotage, et même aussi, du coup, des effets sur les valorisations qui laissent pour le moins perplexe. Il y avait une gérante de chez Carmignac que j'ai interviewée pour cette enquête qui me disait que la même société cotée à la fois à Hong Kong et à Shanghai, il pouvait y avoir un différentiel de valorisation de l'ordre de 37%. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Ce sont des logiques assez différentes sur les deux marchés. Alors, 2-3 petites valeurs, vous avez déjà donné Bilibili, effectivement, qui valent le coup d'être regardées, pas forcément pour le rendement, mais parce qu'il y a une histoire intéressante, parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a des choses à raconter. La première, et donc pardonnez-moi pour mon accent chinois catastrophique, Kuaishou Mutai. Ça me paraît pas mal du tout. C'est la troisième plus grosse capitalisation chinoise au monde. C'est environ 500 milliards de dollars. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, ils font de l'alcool, en fait, et notamment le baijiu, qui est vraiment une eau de vie très appréciée en Chine. Ils ont un positionnement qui est assez luxe. Il y a des bouteilles, des flacons qui partent. C'est un peu le saké chinois, quoi. C'est un peu ça, quoi, en premium. Il y a des bouteilles qui partent à 2000 €. Ah oui. Grosse croissance. Voilà, si je vous donne là aussi l'historique du cours de bourse, sur un an, cette action-là à Shanghai, je vous la fais en euros, elle était vers 127 € début 2020. Aujourd'hui, on est à 320. Effectivement, on peut regarder ça avec intérêt. Alors, une autre valeur, Pinduoduo. C'est facile à dire. Pinduoduo, ouais. Côté au Nasdaq en plus. Ouais, au Nasdaq, 250 milliards de capi. Ça fait un peu penser à Groupon. En fait, c'est une application de vente en ligne. On peut acheter plein de produits pas chers, notamment en faisant des achats groupés avec ses amis. Alors attention, ça rentre aussi quand même dans le cadre des sociétés où il y a des risques, notamment en termes de pratiques internes. C'est-à-dire qu'ils se sont pris quand même plusieurs poursuites aux États-Unis et en Chine d'ailleurs, ou examens pour contrefaçon, enfin soupçon de contrefaçon. En tout cas. Et très récemment, ça c'est vraiment une actualité pour le coup assez tragique, le décès d'un des salariés, c'était il y a quelques jours, manifestement à cause des conditions de travail qui étaient très dures. Pour l'instant, ça n'inquiète pas vraiment les investisseurs. Hein. L'action, quand elle s'est introduite aux États-Unis en 2018, elle valait 24 $. Aujourd'hui, on est quasiment à 200 $. Mais il faut aussi l'avoir en tête que malheureusement, il y a aussi des conditions d'investissement et de production en Chine à garder aussi en tête. Ça va pas forcément bien dans un portefeuille RSE. Voilà, exactement, à garder en tête. Donc, dernier point, on peut aussi recourir à la gestion collective pour accéder à ces marchés. Alors, c'est quoi l'intérêt, du coup, s'il y a comme ça des petites pépites sur lesquelles il vaut mieux aller ? Ouais, alors la gestion collective, l'intérêt, c'est qu'au moins, on n'a pas à se documenter en profondeur sur certaines sociétés, se demander laquelle on choisit plutôt que d'autres. Là, des gérants sont payés pour le faire, ils le font souvent très bien. Donc, effectivement, mon collègue Laurent Saillard, qui est notre expert gestion d'actifs, fait une sélection de 3 fonds actifs et de 2 trackers qu'on mettra dans l'article en termes de performance. Donc, c'est une exposition très diversifiée. Ça a vraiment été des bonnes années pour les fonds actifs, les performances
performance, les 3 qu'on a sélectionnés, c'est entre 90 et 120% de performance cumulée sur 3 ans. Les 2 trackers qu'on a mis qui sont accessibles aux particuliers et qui peuvent être notamment mis dans un PEA, c'est moins glorieux. On est entre 0 et un peu moins de 10. Bon, pourquoi il y a ce différentiel? C'est parce qu'il n'y a pas aujourd'hui en fait de trackers qui ciblent justement les actions un peu de nouvelle économie chinoise, en tout cas pas pour les particuliers, ça va venir probablement. Et du coup, c'est vrai que ces trackers-là répliquaient plutôt la vieille économie, entre guillemets. Donc quand même quelques avantages malgré tout. Dernier point, mais on parlait beaucoup de toutes ces axes, de toutes ces valeurs qui sont cotées notamment aux États-Unis. Et vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, mais si entre les États-Unis et la Chine, ça refrictionne un petit peu, on n'est jamais à l'abri, ça prend pas un peu l'eau votre affaire là? Ça dépend de l'exposition des entreprises au marché américain. C'est vrai que celles qui sont cotées par exemple à Shanghai et Shenzhen et qui sont dont une des forces, outre être dans la nouvelle économie entre guillemets, c'est d'être très exposées au marché domestique. Et c'est là qu'il y a une grosse dynamique avec l'essor des classes moyennes, également des classes très fortunées qui donc consomment à l'envi sur ces sociétés. Par contre, c'est sûr qu'il peut y avoir des risques, notamment pour celles cotées aux États-Unis. Voilà, on ne sait pas trop ce que va être l'évolution de la géopolitique entre les 2 États. Donc à surveiller. Merci beaucoup et d'autres bons conseils donc effectivement à lire dans Le Revenu. Merci. Guillaume Clément, journaliste au Revenu, d'être venu nous voir aujourd'hui sur Boursorama.